Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. C'est l'heure du Radio-Journal, actualité d'Éclat sur la Radio Éclat et ses stations partenaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. À l'antenne, Judith Oscar Dorsan. Au sommaire de ce Radio-Journal, des journalistes et des politiciens attaqués et assassinés la semaine dernière en Haïti. Les Américains et les Canadiens se renvoient la balle quant à la forme et le leadership d'une éventuelle force militaire dans ce pays. Nelson Joseph nous apportera les détails. On fermera justement cette édition avec un dossier spécial sur la réforme protestante pour clôturer cette dernière édition du mois d'octobre. Notre expert en histoire des religions, Willy Lafleur, vous attend à la fin de ce radio-journal. Restez là. Nous vous reviendrons après la pause. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. Merci pour votre fidélité et une salutation spéciale aux auditeurs de Radio Latibonite en Haïti. Cette station rejoint la grande famille des partenaires de diffusion d'actualité d'Éclat. Même cas de figure pour Radio Constance qui relaie ce radio-journal depuis plusieurs semaines déjà. Des agresseurs non identifiés ont tiré sur la voiture de Robertson Alphonse la semaine dernière. Le directeur de la salle des nouvelles de Magic 9 reçoit des soins alors qu'une dizaine d'impacts de balles ont été signalés sur son véhicule. Pas moins de 4 autres journalistes ont été agressés à Port-au-Prince dimanche dernier. Une situation de plus en plus compliquée et déplorée par la rédaction de Radio Éclat International. En Haïti, l'actualité est aussi l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. L'ancien candidat à la présidence rentrait chez lui dans le quartier de la Boule 12 lorsque plusieurs assaillants ont criblé de balles sa voiture. Nelson Joseph a préparé ce qui suit. Accompagné de son garde du corps, le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste, a été tué dans une embuscade, non loin d'une banlieue de la capitale Port-au-Prince, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022, rapportent samedi plusieurs médias. Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence, rentrait chez lui, dans le quartier de la Boule 12, lorsque plusieurs assaillants ont criblé de balles sa voiture, qui a reçu 14 projectiles de calibre 5.56, selon le constat légal du juge de paix, Maître Clément Noël. La zone où habitait M. Jean-Baptiste est contrôlée par le gang dénommé Timakak. Ce groupe est devenu en quelques années l'une des organisations criminelles les plus puissantes de la zone métropolitaine et qui est impliquée dans de nombreux dossiers d'extorsion et d'enlèvement. Dans son dernier tweet, il a dénoncé la multiplication des cas d'insécurité en Haïti, dont la tentative d'assassinat contre le journaliste Robertson Alphonse à Delma 40B. Plus de 72 heures avant sa mort, Éric Jean-Baptiste avait déclaré, et nous citons, que l'espérance de vie en Haïti est de 24 heures, alors qu'il a remercié Dieu pour avoir permis au directeur d'information de Magic 9 de survivre sur les balles assassines des hommes armés. Selon un de ses proches, l'ancien candidat à la présidence était encore en vie peu après l'attaque. Il a été conduit d'urgence dans un centre hospitalier où il a rendu l'âme. En août dernier, l'ancien sénateur de la République, Yvon Busserette, avait été assassiné et brûlé vif dans le même quartier où le gang Timakak a été indexé par les autorités. La tension à Port-au-Prince s'est aggravée ces dernières semaines avec le blocus du terminal de carburant de Vareux par le groupe G9 qui dit être contre le projet du gouvernement de réduire les subventions sur le carburant et exige la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les Nations Unies envisagent l'envoi en Haïti d'une force d'intervention pour tenter de réduire l'emprise de ces gangs sur tout le territoire et de faire rouvrir le terminal de Vareux. Mais on ignore encore qui pourrait en prendre la responsabilité car le Canada et les États-Unis se lancent la balle sur cette affaire. Nelson Joseph,
Radio Éclat International. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était à Ottawa et à Montréal. Le dossier d'Haïti était au centre de ces discussions avec son homologue canadienne, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Les deux pays semblent ne pas s'entendre sur la forme et le leadership de la force multinationale sollicitée par le Premier ministre Ariel Henry. Voilà pour cette page spéciale consacrée à la situation d'Haïti dans ce radiojournal. Après la pause, il sera question de ce dossier spécial de Willy Lafleur sur la réforme protestante. Restez avec nous. Radio Éclat. Radio Éclat. Pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Bienvenue à cette nouvelle partie du radiojournal. Aux États-Unis, dans la course au poste de gouvernement de l'État de Pennsylvanie, la foi fait surface de manière contrastée. Les deux candidats font appel à des groupes démographiques religieux et ethniques diamétralement opposés. La première catégorie, constituée d'une majorité de catholiques et d'évangéliques blancs, vote républicain. Alors que les démocrates s'appuient sur les chrétiens noirs, des catholiques latinos, des juifs, des musulmans et des personnes sans religion. Anis Ilmaître nous présente ce qui suit. Dans l'une des courses les plus suivies, dans l'un des États les plus disputés du champ de bataille, les deux candidats au poste de gouverneur évoquent la religion. La campagne du républicain Doug Mastriano présente plusieurs caractéristiques du nationalisme chrétien. Celui-ci fusionne l'imagerie, les mots et les rituels chrétiens et politiques et promet la conviction que l'Amérique a été et doit être une nation chrétienne. Le démocrate Josh Shapiro, quant à lui, parle de sa foi juive dans ses discours et ses publicités, affirmant qu'elle l'inspire pour le service public. Il cherche ainsi à construire une coalition démocrate classique composée du clergé noir et d'autres groupes religieux, progressistes, y compris les chrétiens et les juifs ainsi que les non-religieux. Mastriano, un sénateur d'État, a rejeté l'étiquette de nationaliste chrétien, bien que ces événements politiques aient souvent l'allure d'un service religieux. Il a été présenté lors d'un événement organisé par une église près de Pittsburgh par un pasteur qui a mélangé l'imagerie chrétienne et politique. Préparez-vous à une grande vague rouge, sang de Jésus. Lors d'un événement de campagne dans le coin rural du sud-ouest de la Pennsylvanie, Mastriano s'est tenu à l'avant d'une église avec en toile de fond un panneau de campagne surdimensionné et une croix imposante. Un pasteur lui a imposé les mains selon la coutume pentecôtiste et a demandé à Dieu de le protéger, rapporte Religion News. Anis Ilmaître, Radio Éclat International. On reste aux États-Unis pour dire que la décision de la Cour suprême de renverser la jurisprudence Roe v. Wade le 24 juin dernier est toujours un sujet de vif débat. Le président Joe Biden a déclaré le 18 octobre que l'avortement serait légalisé si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat qui se dérouleront le 8 novembre. Suivez ce papier de Jean-Étienne Dorsan. Voici la promesse que je vous fais à vous et au peuple américain. Le premier projet de loi que j'enverrai au Congrès visera le Roe vs. Wade, a déclaré Joe Biden lors d'un discours au théâtre historique Howard à Washington. L'administration démocrate s'inquiète des sondages favorables depuis des mois au Parti républicain alors que se rapproche l'échéance électorale. L'équipe de Joe Biden, elle, souhaite mobiliser les citoyens partisans d'un droit à l'avortement dans tous les États, comme le souligne Info Chrétienne. Le renversement de la jurisprudence a été très politisé, ce en raison notamment de la composition de la Cour au sein de laquelle se trouvent 6 juges nommés par des présidents républicains et 3 par des démocrates. Selon une enquête de Pew Research Center publiée le 6 mai dernier, 61% des Américains sont favorables à l'avortement. 60% des républicains ou sympathisants sont pour une interdiction dans tout ou la plupart des cas. Pourtant, seulement 19% des démocrates ou sympathisants partagent ces vues. Le clivage traverse même les dénominations chrétiennes. 52% des protestants blancs sont pour une interdiction ou des limitations. On parle ici de 74% chez les évangéliques
et 37% chez les non-évangéliques blancs. Un chiffre qui tombe à 28% chez les protestants noirs. Chez les catholiques, 42% partagent ces vues. Il est important de signaler que les réponses dépendent de la précision des questions. 54% des Américains sont favorables à une limitation ou à une interdiction de l'avortement après 15 semaines, selon un sondage publié le 3 mai dernier par Fox News. Jean-Étienne Dorsan, Radio Éclat International. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. On l'avait annoncé en titre, la réforme protestante de 1515 à 1648 fut l'un des événements culturels, politiques et religieux les plus importants de l'histoire de l'Europe et qui a contribué à façonner le monde moderne. C'est un événement complexe qui s'est déroulé sur plus de 100 ans, a changé radicalement la façon dont les gens se comportent eux-mêmes. L'image emblématique de Luther clouant ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1515 est sans contestation la plus célèbre de la réforme protestante. Pourtant, on oublie souvent l'apport indispensable de sa femme, Catherine. C'est l'angle de ce grand dossier signé Willy Lafleur. L'opposition à la toute-puissante Église catholique romaine de la Terre arrivait à son dernier tournant critique au XVIe siècle, quand un moine, Martin Luther, a affiché ses 95 propositions au refus des enseignements de l'Église sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg en Allemagne le 31 octobre 1517. Cet événement sans précédent a propulsé Martin Luther au fil de l'histoire de tous les temps. Cependant, on a négligé ou même oublié l'apport et le rempart de la femme qui, sans aucune mesure, a soutenu Luther au moment même de sa descente vers le désordre et le bouleversement. Cette femme, c'est Catherine de Bord, une religieuse fugitive devenue la femme de Luther, la première dame de la réforme protestante. Catherine de Bord a pris naissance le 29 janvier 1499 à Lippendorf, Allemagne. Quand Martin Luther apprit que les moines qui se joignaient à sa réforme avaient commencé à se marier, il rejeta l'idée pour lui-même. Bon Dieu, ils ne me donneront pas de femme. Mais le temps prouverait le contraire. En 1523, à la veille de Pâques, Catherine de Bord et environ 11 autres religieuses voulaient s'échapper de leur cloître. Et elles écrivaient à Luther, dont les idées radicalement nouvelles avaient filtré dans leur couvent. En ce temps-là, une religieuse libérée constituait un crime capital. Bien imbu de l'intention de ces religieuses, Luther a conçu un plan ingénieux avec Léonard Cope qui livrait régulièrement du hareng au couvent. Lors de la livraison suivante de Cope, 12 religieuses ont été sorties clandestinement à l'intérieur de barils de hareng vides. Comme l'a dit un homme de Wittenberg, un chariot rempli de vierges vient d'arriver en ville, toutes plus avides de mariage que de vie. Luther a trouvé des maris pour la plupart de ces religieuses. Mais il a eu du mal à trouver un partenaire approprié pour Catherine, une rousse fougueuse au milieu des années 20, bien au-delà de l'âge habituel du mariage. Luther a proposé un homme plus âgé à Catherine, mais elle l'a refusé, ajoutant que si Luther lui-même la voulait, elle dirait oui. Luther n'était pas intéressé. « Je ne suis pas enclin maintenant à prendre une femme », a-t-il écrit à un ami. Non pas que je manque des sentiments d'un homme, car je suis ni bois ni pierre, mais mon esprit est opposé au mariage parce que j'attends quotidiennement la mort décrétée à l'hérétique. Toutefois, tiraillé par les encouragements de ses parents à fonder une famille, Luther se maria à l'été 1525, rapidement et secrètement. Il savait que ses meilleurs amis n'auraient pas approuvé son choix. Il disait « Tous mes meilleurs amis se sont exclamés « Pour l'amour du ciel, pas celui-ci !» Le mariage lui valut encore plus de mépris de la part de ses adversaires catholiques comme Henri VIII, qui considérait l'union comme un crime.
Un pamphlet qualifiait Catherine de pauvre femme déchue, qui était passée de la sainte religion cloîtrée à une vie damnable et honteuse. Mais l'ami de Luther, Philippe Melanchthon, avait l'espoir que cet état de vie puisse le dégriser, afin qu'il se débarrasse de la basse bouffonnerie que nous avons souvent censurée. Cathy s'est en effet mise à mettre de l'ordre dans les affaires personnelles chaotiques de Luther. Il était célibataire depuis de nombreuses années et il a noté « Avant mon mariage, le lit n'était pas fait pendant une année entière et devenait fétide de sueur. » De Catherine, Luther a eu 6 enfants, 3 fils et 3 filles, Hans, Élisabeth, Magdalène, Martin, Paul et Margarita, qu'il a soumis à de normes morales élevées et à une discipline stricte. Martin a souffert à divers moments de gouttes, d'insomnie, de catarrhe, d'hémorroïdes, de constipation, de calcul, de vertige et de bourdonnement dans les oreilles. Catherine était donc devenue une spécialiste des médicaments à base de plantes, des cataplasmes et des massages. Elle brassait sa propre bière qui servait également de remède contre l'insomnie et les pierres rénales de Luther. Les finances étaient une préoccupation perpétuelle, en partie parce que Martin donnait toujours le peu d'argent et de biens qu'il avait. Catherine, que Martin surnommait ironiquement « Monseigneur Cathy », devait souvent prendre les choses en main. Martin a écrit un jour à un ami « Je voudrais t'envoyer un vase comme cadeau de mariage », mais Cathy l'a caché. La maison de Luther débordait habituellement, selon les mots d'un observateur, d'une foule hétéroclite de garçons, d'étudiants, de filles, de veuves, de vieilles femmes et de jeunes. Pour cette raison, il y a beaucoup de perturbations dans l'endroit. Cathy a supervisé le tout avec habileté et patience. Elle a également planté les champs, entretenu un verger, récolté un étang à poissons, entretenu la basse-cour et abattu le bétail. Bien que Martin ait nié avoir une passion brûlante pour sa femme, ses écrits reflètent ses 20 ans de dévotion pour elle. Une fois, il s'est réprimandé d'avoir donné plus de crédit à Catherine qu'au Christ, qui a tant fait pour moi. Et il a déclaré « Je ne donnerai pas ma Cathy pour la France et Venise ensemble ». À la mort de Martin en 1546, Cathy pleura. Car qui ne serait pas triste et affligé par la perte d'un homme aussi précieux que mon cher Seigneur? Il a fait de grandes choses, non seulement pour une ville ou un seul pays, mais pour le monde entier. Par conséquent, je suis vraiment si profondément attristé que je ne peux pas manger ou boire et je ne peux pas dormir. Et si j'avais eu une principauté ou un empire et que je l'avais perdu, cela n'aurait pas été aussi douloureux qu'il est maintenant que le cher Seigneur Dieu m'a enlevé cet homme précieux et bien-aimé, et non pas à moi seul, mais au monde entier. En 1552, la situation à Wittenberg redevint désastreuse. Les récoltes annuelles ont échoué et il y a eu une épidémie de peste. Catherine s'enfuyait dans la ville de Torgau, où elle a malheureusement été impliquée dans un accident mortel de charrette aux portes de la ville. Bien qu'elle ait gardé la vie pendant 3 mois, elle était finalement décédée le 20 décembre à l'âge de 53 ans. Catherine de Bord a été la pionnière de nouvel appel qui avait été absent à l'époque médiévale, la femme du pasteur. Le rôle de Catherine en tant qu'épouse du célèbre réformateur est devenu un modèle instructif pour les épouses de pasteurs protestants de l'époque et d'aujourd'hui. Les réformateurs ont fermement établi ce rôle comme un appel vocationnel élevé, avec un fondement théologique et biblique, et ont donné une nouvelle dignité aux femmes chrétiennes, en incluant le travail domestique dans le ministère de l'Évangile, transformant ainsi la femme chrétienne idéale de son ancien idéal médiéval. Un autre papier de Willy Lafleur vous sera présenté lors de la prochaine édition.
C'est ainsi s'achève cette édition. Comme chaque semaine, toute l'équipe était à votre disposition. Les informations de ce Radio Journal sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. C'est une production de Radio Éclat coordonnée et montée par Nelson Joseph sous la supervision de Jean-Étienne Dorsan. Cette émission est relayée par une vingtaine de stations de radio dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio Latibonite et Radio Constance qui nous rejoignent cette semaine. Sur Radio Centre-Ville, le rendez-vous est tous les mardis et jeudis 15h. Mon nom est Judith Oscar Dorsan. À la revoyure. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.